Évry, à 28 km de Paris, dans l'Essonne, 55 000 habitants répartis sur 4 communes, est le centre d'une agglomération de 300 000 personnes. Évry axe son développement sur les industries de pointe, tout en incitant les créateurs d'entreprises à venir s'y installer. La ville, où le collectif l'emporte sur la maison individuelle, s'accroît encore de 4 000 habitants par an. À plus d'un titre, l'événement d'aujourd'hui prend figure de symbole. L'installation du conseil d'administration de la ville nouvelle d'Évry, c'est plus que la pose d'une première pierre. C'est en fait la réponse au défi lancé par le mouvement d'urbanisation dans la France entière. C'est en ces termes que s'exprimait M. Maurice Doublet, préfet de la région parisienne, en présence de M. Aurillac, préfet de l'Essonne, au moment où il installait dans la salle du conseil général de la préfecture provisoire de l'Essonne à Corbeil le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Évry, dont M. Bocher, maire d'Évry, a été nommé président. Cette installation, c'est l'acte de naissance d'une des 5 villes nouvelles de la région parisienne. Évry, qui atteindra plus de 400 000 habitants autour de l'an 2000, est déjà le chef-lieu du département de l'Essonne. Dans moins de 2 ans, sa préfecture, son hippodrome, les instituts universitaires de technologie, son palais de justice seront pratiquement construits. Dès cette année, des chantiers commenceront à être ouverts pour la construction de 25 000 logements, répartis en 9 opérations. La ville nouvelle achevée correspondra au total à la création de 120 000 emplois nouveaux. Mais déjà, la nouvelle préfecture et le centre administratif de la Cité Nouvelle sont sortis de terre, comme en témoignent ces images. 450 000 habitants en 1985, c'est une ville pas très loin de Paris, à 30 km. Elle est en train de s'élever, c'est un lieu de visite peut-être pour ce dimanche. Le ministre de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du Territoire s'est lui rendu hier, donc pour visiter cette ville d'Évry, à 30 km au sud de Paris. Au cours de sa visite à Évry, M. Olivier Guichard, ministre de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du Territoire, a pu se rendre compte des projets et des premières réalisations en matière d'équipement collectif et d'implantation industrielle de la ville nouvelle. Loin d'avoir revêtu son aspect définitif, Évry accueille déjà ses premiers habitants. Pour eux, tout d'abord, 2 satisfactions, l'habitat et le centre commercial. Les appartements sont bien, il y a beaucoup d'aération, beaucoup de soleil, les pièces sont grandes, c'est bien. Je pense que ce sera un centre très agréable parce qu'il y a une grande diversité de commerçants et je pense que c'est également très bien une grande dalle où des enfants peuvent être laissés sans que la maman ait à s'inquiéter pour les voitures et qu'on puisse les récupérer très facilement. Ils ne gênent pas dans les magasins, je crois que c'est un des gros avantages de la dalle d'Évry par rapport à bien d'autres centres commerciaux. Mais pour ces pionniers, vivre la naissance de leur ville ne va pas sans poser quelques difficultés en matière de transport et d'emploi notamment. Celui du transport qui n'a pas du tout été prévu. Il y a 40 minutes de train et avec la gare se trouve 1 km, ça fait environ presque 1 heure pour aller gare de Lyon, plus après le métro, etc. Moi je travaille à Paris et j'ai les mêmes problèmes que mon mari. Vu le manque d'emploi ici, je suis donc obligée d'aller à Paris, ce qui me fait beaucoup de trajets. Il en est de même d'ailleurs pour les distractions. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Si on veut s'amuser, si on veut faire quoi que ce soit, il faut quand même monter à Paris. Une ville nouvelle, bien sûr, ne se crée pas avec tous ses avantages du jour au lendemain. Certes, l'impatience est grande parmi les habitants de voir vivre enfin leur ville, mais on demeure optimiste. Le fait d'être des pionniers, c'est très bien, mais très peu de temps. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ça se termine. Non, je m'ennuie pas du tout. J'ai l'impression, au contraire, de voir vivre une vie nouvelle. Ici, à Évry, comme dans toutes les villes nouvelles sortant de terre, on retrouve les mêmes satisfactions et les mêmes problèmes. Somme toute, il faudra attendre encore quelques années avant de dresser un premier bilan. Les urbanistes d'Évry ont craint avant tout de voir leur centre-ville inféodé au centre commercial et abandonné à la seule fonction marchande, comme à Paris 2 par exemple. Ils sont parvenus à obtenir des promoteurs privés qu'un des côtés ne soit pas bloqué par les parkings pour permettre l'installation d'un centre socio-culturel. De ce fait, le cœur de la ville devait avoir 2 moitiés. Une partie d'ombre, où seraient les banques et le grand commerce, et une partie lumineuse, consacrée au sport et à la culture. On baptisa cette partie-là Agora, en souvenir de la place publique où, dans la Grèce antique, se réunissaient les citoyens. Mais en cours de réalisation, cette belle opposition architecturale s'estompa, et ce fut partiellement à cause des urbanistes qui voulurent supprimer la part d'ombre du centre commercial. À Évry, ce que nous avons cherché à faire, c'est à ce que les rues qui proviennent des quartiers pénètrent largement dans le centre et le traversent avec des boutiques de chaque côté. On a véritablement
casser cet aspect monolithique des centres anciens. Et ces rues arrivent sur des places qui sont largement éclairées par la lumière du jour et qui, de ce fait, permettent à une végétation naturelle de pousser. Ce qui a changé et ce qui est fondamental, c'est que le centre commercial n'est plus seulement un endroit où on y achète effectivement, mais c'est également un endroit où il fait bon s'y promener, s'y arrêter le long des places. Mais pour vous, il s'agissait d'attirer cette clientèle vers la partie la plus originale du centre-ville. Comment avez-vous conçu la liaison avec l'Agora? On ne voulait pas du tout que ce centre commercial ait un aspect monolithique et l'Agora un autre aspect fermé. On voulait vraiment qu'il y ait une symbiose totale entre les deux équipements. Et je pense que nous avons réussi puisque au départ, il y avait le centre commercial Évry 2 et l'Agora et que maintenant, tous les gens qui viennent de 30 km à la ronde appellent l'ensemble des deux équipements l'Agora. À l'origine de sa conception, le complexe sportif et culturel de l'Agora devait ressembler à une ruche de verre dont toutes les activités seraient visibles des visiteurs. Et ce que nous avons voulu à l'Agora, c'est la transparence des équipements les uns par rapport aux autres. Que le piéton qui traverse cet équipement puisse voir ce qui s'y passe, de manière à dynamiser les gens. Nous avions demandé à l'architecte de choisir un certain nombre de matériaux qui la facilitent, c'est-à-dire ici, le verre, l'acier et le béton. Malheureusement, la salle des arènes, bastion avancé de l'Agora donnant sur la ville, a des parois opaques, car des murs de glace auraient coûté trop cher. Mais derrière les gradins de ce cirque romain, est-il bien certain qu'on aurait pu suivre le détail d'une rencontre sportive? Par contre, la transparence existe bien dans certains couloirs de circulation de l'Agora, comme celui qui mène à la patinoire. Il s'agissait d'inciter le public à participer au spectacle qu'il avait sous les yeux et à venir à son tour sur la glace. Pour la piscine, c'est moins évident, malgré les baies vitrées. De l'extérieur, en effet, les curieux, maintenus à distance, ont du mal à voir les nageurs. Peut-être aurait-il fallu que M. Lecouter, architecte de l'Agora, mette des puits de lumière comme le faisait Le Corbusier dans ses bâtiments. Bien que l'opacité des différents secteurs d'activité nuise à l'effet spectaculaire que les urbanistes recherchaient à l'Agora, il reste de leur projet initial une certaine disposition théâtrale, une vraie mise en scène de la ville. Une mise en scène de la ville a en effet été voulue, surtout ici dans sa partie centrale, qui, je vous le rappelle, a été conçue pour que 200 000 habitants y circulent. Cette place, par exemple, est conçue pour être le lieu de rassemblement, de circulation, de fête, de prestige aussi, par la qualité de son traitement et de son environnement. On y a oublié d'ailleurs une chose, c'est qu'étant une dalle vantée, elle est peu accessible la plus grande partie de l'année, et tous ces points forts, ces lieux scéniques dont vous parliez tout à l'heure, sont sur des dalles, c'est-à-dire loin du sol, loin de la terre-mère, vous savez. Et les gens, je crois, ont besoin du contact avec la terre-mère pour sentir leurs racines. Or, ce contact avec la terre-mère manque également à la partie habitée du centre d'Évry, juchée sur des parkings. Évry, pour affirmer son rôle de préfecture, avait prévu initialement un groupe de 7000 logements. L'établissement public, craignant l'uniformité, organisa alors un concours entre 10 équipes d'architectes. Au bout de 18 mois, il fallut choisir entre deux propositions. La première, celle de l'AUA, concentrait tous les équipements dans une longue rue couverte, entourée d'une vaste zone d'espace vert. C'était une structure urbaine affirmée, qui était prometteuse et qui, au cours de l'étude, aurait pu se développer. Néanmoins, le choix s'est porté vers le projet du GARP, parce qu'il proposait aux résidents à venir une forme d'habitat qui paraissait plus adéquate, plus adaptée à ce que les gens recherchaient. Vous voyez ici une structure qu'on appelle pyramidale, mais qui est en fait une structure d'habitat à gradins, qui offre à chaque logement un espace privatif extérieur. Et finalement, ces formes de pyramides, ça vous est venu d'où? Ça vient du Moyen-Orient, comme ça, des idées? Ah non, absolument pas. Absolument pas, bien qu'on aime beaucoup l'architecture du Moyen-Orient. Non, je crois que on essayait de proposer, tout modestement, si vous voulez, de réfléchir à une autre manière de vivre. Dans le fond, au lieu de faire ces volumes parallépipédiques
qu'on retrouve dans les grands ensembles, on essayait de faire une autre proposition. Et cette proposition, essentiellement, elle était volumétrique, de rompre ces grands volumes parallélépipédiques. Il n'y avait pas de démarche a priori. On fait des terrasses, on fait des pyramides. Ça n'a jamais été notre démarche d'esprit. Et sur le plan de la rentabilité, on vous a jamais demandé de faire des boîtes à chaussures pour être plus rentable au mètre carré ? Mais c'était une bagarre constante. Mais on croyait à ça. Il y avait une raison. Bon, donc, pour un prix un peu supérieur, peut-être, et là, on doit rendre hommage au maître d'ouvrage qui a accepté ça. En effet, on a évité d'une part la boîte à glace, et on a donné, ce que disait Andro, un espace extérieur très apprécié. Parce que là, on a des renseignements précis sur ce point qui nous intéressaient, des habitants eux-mêmes, des utilisateurs, et c'est quand même très positif dans son ensemble. Et alors, à ce moment-là, quand ils vous ont proposé ces formes de pyramides, par exemple, vous n'avez pas dit, mais ma rentabilité, où est-elle? Enfin, le mètre carré, s'il était vertical, ce serait mieux, non? Mais vous savez que nous, auparavant, nous avions déjà réalisé avec les mêmes architectes des opérations analogues, et nous avions déjà une petite expérience d'une réalisation analogue. Et c'est pour la raison pour laquelle, quand ils nous ont proposé de faire à l'échelle d'une ville, cette fois-ci, et non plus d'une opération, une réalisation un peu issue de ces principes, nous savions que cela était possible, et le résultat, vous le voyez aujourd'hui. Il nous a paru intéressant, quelle que soit la catégorie de logement, puis ici vous avez des logements en accession à la propriété et d'autres des logements qui sont typiquement HLM, si vous voulez, de donner à tous les habitants, quelle que soit leur catégorie, un espace extérieur à leur appartement, dont ils peuvent profiter. Vous en voyez l'exemple, aujourd'hui qu'il fait du soleil, il y a des parasols sont sortis, les gens sont aux terrasses, donc on apportait quelque chose de plus. Et cette réflexion sur une manière de vivre a engendré une architecture différente. C'est un espace polyvalent que les habitants vont traiter à leur guise. C'est ça qui nous a paru intéressant. N'y a-t-il pas, de la part des architectes, une sorte d'incitation à vivre selon leur schéma? Moi, je crois que le dirigisme des architectes, parce que ça, c'est général, c'est une approche qu'on connaît bien. Je crois qu'il faut être formel. Je suis persuadé que l'architecte se doit d'être formel, mais avec suffisamment de souplesse et de qualité, si vous voulez, pour que les gens reprennent après lui l'espace qui leur appartient réellement, parce que nous, on n'y vit pas, il faut bien le dire. Oui, ils sont partis. Ce qu'on aime, nous, ce qui fait que l'architecture devient vivante, c'est que les gens s'approprient cet espace. Voilà, c'est un petit peu mon dada et ça compte énormément pour nous. D'abord, vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'herbes. C'est peut-être pas très joli parce que c'est un petit peu le fouillis, mais là aussi c'est une expérience. J'ai mis tout un tas de choses pour voir ce qui pouvait survivre et nous plaire. En fait, ces terrasses, à quoi servent-elles? À voir la ville et à être vue de la ville? Moi, je pense qu'elle a deux fonctions. Elle a une fonction de pièce privative, prolongement du logement. Et ça, c'est une demande générale, plus ou moins exprimée, mais qui nous a paru évidente. Et une deuxième fonction, qui est une relation entre voisins. Tu viens jouer tout à l'heure? Non. On peut très bien se défendre de les voisins si on n'a pas envie d'être vu. On peut très bien communiquer si on a envie de communiquer. Donc c'est un lieu de communication et un lieu d'isolement. Finalement, est-ce que vous avez réussi votre rue? Pas la rue, parlez pas de rue. Pour nous, c'était pas une rue, c'était un espace piéton, un espace particulier, puisque la rue évoque une idée d'alignement, une idée de mélange de parcours mixte où les voitures ont accès et les piétons ont accès aussi, de trottoirs. On a voulu un espace particulier qui était engendré au milieu des bâtiments. Et ce type de construction qui apparaît en jargon, on dirait, du proliférant, comme étant la répétition d'une même trame, permet des espaces urbains extrêmement diversifiés, des rues, des places, des boulevards, des squares,
qui ont tous une forme urbaine différente et identifiable pour les gens. Et second aspect intéressant, en combinant, habilement comme il a été fait ici ou comme il a été fait en d'autres endroits de la maquette, des bâtiments différents, on voit disparaître la notion de bâtiment au profit d'espace intérieur. Et je crois que c'est la grande qualité. Promenez-vous dans Évry 1, vous n'identifiez plus les bâtiments, mais vous identifiez des espaces. Pour rendre immédiate cette identification, les architectes ont joué avec la couleur. Mais la crudité de certains tons, vert pistache ou rose framboise, ont choqué par leur nouveauté. Au début, ça m'a un petit peu choqué, mais on s'est habitué. Bon, elles ont pu heurter. C'est peut-être notre défaut, notre audace que d'avoir permis une certaine expérimentation. Je pense que sur le plan pur des rapports de couleurs, la chose est heureuse. On essaie de ne pas identifier un bâtiment, mais bien une rue, une place, un jardin, etc. Et la polychromie est faite à partir d'une recherche de dominante, si vous voulez. Tout cet espace ici, qui comprend plusieurs bâtiments, qui ont été construits par des maîtres d'ouvrage différents, voire même par des maîtres d'œuvre différents, ont adopté une règle du jeu commune de polychromie pour mettre en valeur un espace compris entre les bâtiments. Et cet espace, selon le vœu des urbanistes, devait inciter les habitants des pyramides à se rencontrer. Et on a, dès le départ, essayé de travailler avec des sculpteurs, les Halloum en l'occurrence, qui nous ont aidés à modeler ces espaces-là. On a voulu les traiter en espaces particuliers qui sont à moitié plantés, des jeux de gosses, des circulations, vous voyez qu'on a voulu tortueuses, pas rectilignes. Et je crois que les gens transitent à travers ces espaces de manière assez agréable et assez différente d'une rue traditionnelle. C'est pour ça que le terme rue, on l'accepte difficilement devant cet exemple-là. Pour animer l'espace de circulation du quartier des Pyramides, les urbanistes ont demandé aux architectes d'intégrer les équipements collectifs aux immeubles d'habitation. Ainsi, l'architecture de cette école maternelle est directement reliée à la base d'une des pyramides. Il n'y a plus de domaine clos, le logement n'est plus de son côté, l'équipement de l'autre. Les enfants, je dirais, vont indifféremment à l'école ou à la maison, dans un même milieu, dans un même domaine. Je me lève! Si les urbanistes ont porté tant d'attention au problème de l'enfance, c'est que celle-ci a pris de l'importance dans la ville nouvelle. En effet, les jeunes de moins de 10 ans constituent à eux seuls le tiers de la population. Il semblait normal de prévoir pour leur déplacement un minimum de sécurité. Et si je vous dis que votre rue est quand même extraordinairement dirigiste? Elle est dirigiste, elle est contraignante dans la mesure où, se voulant piétonnière, elle a tenté d'exclure les motocyclettes parce qu'elles font du bruit et qu'elles vont vite, les voitures parce qu'elles écrasent des petits-enfants. Je crois qu'il y a un excès de ségrégation sur lequel on revient. Par contre, dans le récent quartier des Passages, proche de l'Agora et de la préfecture, la rue mettra audacieusement en contact piétons et automobilistes. On s'est rendu compte en effet que les enfants d'Évry, surprotégés par le réseau piétonnier, avaient parfois du mal à traverser une rue ordinaire. Mais on trouve encore trace des premiers principes qui ont guidé les constructeurs. Ainsi, l'école maternelle est juchée sur le toit de ce long couloir où des artisans devraient s'installer. Plus haut encore, on a bâti une barre réservée au logement que des effets de couleur s'efforcent d'animer. Néanmoins, le besoin de retrouver des racines a incité certains des habitants d'Évry à choisir de préférence une maison individuelle dans un des quartiers excentriques de la ville,
Courcouronnes ou Bondoufle. Ceci d'ailleurs correspondait davantage apparemment à ce que suggéraient les promoteurs, installer la ville à la campagne. Reste la difficulté de vivre dans ces maisons de rêve. On y languit, semble-t-il, d'un mal étrange que les sociologues ont surnommé la bondouflite. Le premier symptôme en est un grand sentiment de solitude. Il est vrai que le centre-ville est loin et qu'il ressemble encore à un patchwork de quartiers inachevés. Le ralentissement économique des années 73 et 74 est en partie responsable de la lenteur des travaux. Ça a fait que les différentes parties de la ville qui auraient dû plus vite se retrouver soudées entre elles, eh bien, tardent à l'être, c'est vrai. Il y a de l'esprit de quartier, il n'y a pas l'esprit de ville. L'esprit de ville, il se crée dans le centre. En fait, le centre-ville, de ce point de vue-là, a parfaitement réussi déjà sa fonction. Et ça, je crois que c'est peut-être la plus légitime cause de fierté de tous ceux qui ont contribué à démarrer cette ville nouvelle. Évry, ville nouvelle, deux chiffres qui disent beaucoup plus que 10 discours, 55 000 habitants, 33 700 emplois. Une performance exceptionnelle par les temps qui courent. Nous avons rencontré un des premiers Évriens. Il s'est installé ici il y a juste 20 ans. Il a vu prendre forme peu à peu la ville nouvelle. C'est le lieu où la famille a maintenant pris définitivement ses racines. Et où j'ai le sentiment vraiment d'avoir vécu une aventure peu commune, à savoir vivre le début d'une ville, le démarrage d'une ville. Quand vous dites la famille, il faut préciser que vous avez 4 enfants. J'ai 4 enfants, oui, qui sont nés ici. Alors eux n'ont pas connu autre chose. Ils sont évriens. Ils sont vraiment chez eux. Oui, ils sont évriens avant tout, bien sûr. Bien sûr. Il leur arrive de comparer quand on part en vacances à l'étranger ou ailleurs en France, ne serait-ce que d'aller à Paris. Ils disent toujours, mais comment font les enfants ici pour vivre? 8 sur 10 habitants d'Évry logent, travaillent, étudient, prennent leurs loisirs, vont au spectacle sans quitter leur ville. Côté emploi, des entreprises de pointe en pleine expansion, espace, électronique, informatique, robotique, mécanique. Côté études, l'Université Paris 12, le Conservatoire des Arts et Métiers, 2 IUT pour former des ingénieurs, informaticiens ou télécoms, des géomètres. Et pour la vie culturelle, l'Agora, avec son calendrier bien rempli de spectacles, la possibilité de s'initier à la danse ou à la musique. Claude et Françoise Vanotti forment un couple typique de jeunes Évriens. Ils se sont installés dans la ville nouvelle il y a 4 ans. J'ai trouvé un travail à Évry donc en 81. Et suite à ça, donc j'ai décidé d'habiter Évry pour des raisons de commodité. Vous, madame, vous avez trouvé un travail facilement? Eh bien, lorsque nous sommes arrivés, j'étais donc au chômage. Et je suis restée 2 mois au chômage et j'ai trouvé un travail à la CEDIC, dont le siège se trouve juste à côté de chez nous. Comment peut-on définir Évry? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un village? C'est tout un tas des quartiers qui sont regroupés autour de cette ville nouvelle, et ce qui fait qu'on a l'impression d'être souvent dans un village comme nous ici. On est un peu décentré de l'Agora. La vie nocturne, est-ce qu'il en existe une à Évry? Est-ce que vous en profitez? Actuellement, beaucoup moins, donc depuis que nous avons Lisa, mais sinon, auparavant, on en a profité. Dernièrement, nous sommes allés voir d'ailleurs le concert de Michel Jonas. Et oui, généralement, on les suit. Bon, s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on trouve quelqu'un pour regarder Lisa. 10 minutes suffisent à Claude Vanotti pour aller travailler chez Microcontrôle. Je recherchais un travail où on était souvent amené à se remettre en question devant des problèmes et ne pas travailler donc, dans un atelier où on fait de la série. J'étais plus intéressé par la recherche, enfin c'est un grand mot, mais un secteur où on fait des prototypes, où on fait du matériel neuf. Chez Microcontrôle, on invente en optique les machines de demain. Sans doute un peu inspiré par cet art de vivre différent qu'engendrent les villes nouvelles.
Certains ont pu penser que c'était une aventure intellectuelle. C'est devenu une aventure humaine dans laquelle toute l'équipe d'origine de l'établissement public s'est passionnée pour bâtir des espaces physiques et dans laquelle aujourd'hui nous nous passionnons pour bâtir avec les hommes qui y vivent, les entreprises qui y vivent, un espace de convivialité dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, que sais-je encore. L'avenir d'Évry, Paul Delouvrier, le grand artisan des villes nouvelles, le suggère avec humour. Le jour arrivera où un François Villon chantera l'âme de la ville. Mais où est donc l'Évry d'antan? Antan sera alors Évry 1985. Le dernier numéro du journal Entreprendre a décerné le titre de championne d'entreprise à 10 villes françaises, dont une en Île-de-France, Évry. Notre magazine demain à 13h10 sera consacré à cette commune. Jean-Pierre Anquery recevra Jacques Guyard, député maire d'Évry. Tout de suite, Évry, ville nouvelle et ses entreprises, le reportage de Laurence Mesmac et Denis Paget. Pour beaucoup, Évry, ville nouvelle, ce sont des constructions futuristes que l'on découvre de l'autoroute A6. Mais Évry, c'est plus que cela. Aujourd'hui, cette ville compte plus de 60 000 habitants. Pourtant, Évry n'est pas seulement un réservoir d'habitation, c'est surtout un réservoir d'emploi. Depuis sa création en 1969, 600 sociétés sont installées sur le site et emploient plus de 35 000 personnes. Aujourd'hui, un habitant sur deux travaille dans l'agglomération. Sur toutes ces sociétés, 350 sont implantés dans les 10 parcs d'activités de la ville. Originalité de ces parcs, ils sont restés à l'échelle humaine et s'intègrent dans le tissu urbain. Ici, nous sommes près d'un parc d'activités tertiaires. Quelle est la particularité de celui-ci? Celui-ci est très agréable parce qu'il allie au fond le travail et le loisir. C'est-à-dire que c'est un parc qui, en semaine, sert à travailler comme tout parc d'activités dans le cadre des bureaux qui y sont installés. Et grâce au réseau pluvial que nous avons mis en place et qui est à ciel ouvert, tel que le canal qui est à côté de moi, et l'ensemble des espaces verts qui sont sur cette zone, le samedi et le dimanche, une activité phénoménale s'y développe, mais elle n'est pas du tout de travail, elle est de loisirs, pêche à la ligne, football, etc. Principaux secteurs d'activité sur Évry, l'informatique et l'électronique qui fournissent un emploi sur 4. Viennent ensuite les services, la mécanique et l'agroalimentaire. Évry est le siège d'entreprises de pointe très connues comme la SNECMA, IBM ou Ariane Espace. En liaison avec ces entreprises, un IUT, 3 écoles d'ingénieurs et plusieurs centres d'enseignement assurent la formation d'environ 2500 étudiants. En attendant d'utiliser ce potentiel, les sociétés continuent de s'étendre. Évry Ville Nouvelle est encore en devenir. À la veille de Pâques va être inaugurée ce soir par une messe la nouvelle cathédrale d'Évry dans l'Essonne. La France n'avait pas construit de cathédrale depuis plus d'un siècle maintenant. Cet ouvrage en béton qui prend place au milieu d'une ville nouvelle a été en partie financé par l'État et par les dons des fidèles. Visite avec Claude Crespo et Jean-Louis Bousser. Noir, le sol en grès du Brésil. Rouge, les murs de briques de Toulouse. Blanc, les fonds baptismaux et l'autel en marbre de Carrare. Et une lumière qui filtre par un vitrail qui symbolise les racines d'un arbre. Et pas un angle droit dans le cœur de cette cathédrale de la résurrection. Au début de notre église, au 4e, 5e, 6e siècle, les églises n'étaient pas en forme de croix, mais elles étaient circulaires. C'était le signe de l'alliance, de l'amour et de l'infini. Et nous avons été marqués chez nous par une église très cruciforme au XIIe siècle par le gothique. Sur ces bancs de chêne, 1400 fidèles pourront admirer ce Christ venu de Tanzanie. Dans ce lieu créé par l'architecte Mario Botta et décoré par le sculpteur Gérard Garouste. Parmi les œuvres de ce dernier, cette Vierge qui, grandeur nature, atteindra 1,60 m. La représentation du sacré pose un vrai problème. Le piège, c'est d'éviter l'idolâtrie. Mais par contre, ce qu'il faut travailler, c'est le symbole. Et donc j'ai travaillé sur le signe, par exemple le signe, quels sont les attributs de la Vierge. Alors c'est souvent la lune, la rose, et donc j'ai travaillé sur ce thème de la rose, par exemple. De l'extérieur, rose aussi, les détracteurs diront qu'il ressemble à un cylindre biseauté couronné par 24 tilleuls argentés, symbole du lien entre Dieu et la nature. Pas de clocher, mais 6 cloches. Et pour répondre à ces profanes, 500 000 souscripteurs ont réuni 35 millions de francs sur les 65 que coûtera la cathédrale d'Évry.
Je pense qu'en premièrement, ce sera un exemple pour aussi les pays étrangers de voir ce qu'on a fait. Parce que Ivry, je l'ai connu ici, tous ces terrains, qui étaient des terrains de culture. À Ville-Nouvelle, cathédrale nouvelle, qui n'ouvrira les portes cette année que pour la semaine pascale, inauguration officielle l'an prochain. Allez, on passe des champs à la ville, à Évry précisément, qui vient de perdre son statut de ville nouvelle. Dans les années 60, cette bourgade de l'Essonne s'est urbanisée en un temps record pour devenir l'une des 5 villes nouvelles d'Île-de-France. Désormais, le SAN, le syndicat d'agglomération urbaine, n'a plus de raison d'être. Les explications de Fernando Malverde et Frédéric Bobin. Évry est devenu adulte. Évry, Bondoufle, Courcouronnes et Lys formaient depuis 35 ans un SAN, syndicat d'agglomération nouvelle, une structure de développement urbain sous la tutelle de l'État. Ces villes reprennent leur indépendance et tournent une page de leur histoire. C'était une expérience extraordinaire. On avait l'impression d'être des pionniers. Il y avait des grues partout, des chantiers partout. On marchait dans la boue. On construisait beaucoup de logements nouveaux. On voyait arriver des populations jeunes, nouvelles. Il y avait un dynamisme assez extraordinaire. En 1965, le gouvernement lance un vaste programme de construction de 5 villes nouvelles en grande région parisienne. Évry n'est à l'époque qu'un petit bourg de 4000 habitants. Comme un symbole, c'est d'abord la préfecture qui est construite, seule, au milieu des champs. L'État a la maîtrise du foncier, mais s'engage à financer toutes les infrastructures et les équipements collectifs. Il s'agit de réaliser des villes complètes, où on offre le logement, un logement confortable et suffisamment vaste, mais aussi l'emploi, des équipements, un centre commercial, des loisirs, des espaces verts. Du terrain, des logements neufs, des infrastructures de qualité, le statut de ville nouvelle a de très nombreux avantages. La SNECMA ou IBM, le Génopole, de nombreuses entreprises ou institutions s'installent à Évry. Mais la ville, imaginée en pleine croissance économique, se développe pendant la crise des années 80. Nous avons des programmes qui ont été conçus il y a 20-25 ans, qui maintenant ont généré du mal-vivre et qu'il faut revoir. Nous avons notamment le quartier des Pyramides, qui était un quartier merveilleux, je pense qu'il le sera à nouveau, qui a eu quelques difficultés. Nous sommes attachés à revoir un peu ce qu'il fallait faire. Je pense que nous avons un temps de crise, qu'il y a eu un temps de genèse de la ville, un petit temps de crise, et que maintenant nous arrivons à la maturité et que la ville va maintenant s'épanouir. Les 4 communes qui composaient la ville nouvelle d'Évry vont poursuivre leur association. Elles cherchent à l'élargir aux municipalités voisines. Avec les signes de relance économique, c'est le moment idéal pour voler de ses propres ailes. Évry, dans le département de l'Essonne, c'est un proche de Lionel Jospin, Manuel Valls, chargé de la communication du Premier ministre, qui est en position de favori. Reportage Javid Imbert et Grégoire Ozina. Le regard circulaire, l'œil à l'affût, c'est peut-être ce qui trahit toujours les 3 ans et demi que Manuel Valls vient de vivre à Matignon, tout près de Lionel Jospin. Ce coup d'œil quasi imperceptible, comme s'il cherchait encore quelqu'un. Pourtant, c'est lui désormais, c'est lui seul qui marche sous les objectifs, lui qui se présente à Évry, ville socialiste depuis 30 ans. Forcément, cela donne une certaine confiance en soi. Si vous êtes maire, je viendrai vous voir. D'abord, dites pas si. Quand je serai maire, vous viendrez me voir. Jeune homme pressé, plus habitué des allées du pouvoir que du terrain, protégé de Matignon, Manuel Valls balaye ses caricatures d'un revers de main. Oui. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, Lionel Jospin, ne sont pas rejetés par les Évriens, bien au contraire. Et donc, oui, je suis un proche de Lionel Jospin et donc je sens que cela peut aussi servir la ville d'Évry. Évry, ou l'histoire d'une belle idée qui a échoué. Des rues larges, un parc au milieu de la ville, des immeubles signés d'architectes de renom, jusqu'à la cathédrale, la seule érigée en France au XXe siècle, Évry se devait être la banlieue autrement. Mais la ville nouvelle a mal vieilli, ces quartiers où toutes les classes sociales devaient cohabiter se sont dégradés. Peu ou pas de vie culturelle, des rues désertes le soir. Le premier à dresser cet état des lieux, c'est lui. Merci beaucoup. Porte-drapeau de la droite dans ces élections, Jean de Boishue, un ancien secrétaire d'État d'Alain Juppé, estime que les électeurs auront du mal à avaler les promesses de changement faites par Manuel Valls, le candidat du parti qui dirige Évry depuis si longtemps. Je ne comprends pas comment on peut jouer au magicien et dire que sous prétexte que quelqu'un arrive même de Matignon, tout peut changer du jour au lendemain. Alors je crois que c'est vraiment ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors que l'extrême gauche sera emmenée par Francis Couvida, le vrai danger pour le conseiller de Lionel Jospin pourrait venir d'ici, de cet ancien maire d'Évry, en rupture de banc avec le PS et dont le seul programme est de faire battre Manuel Valls. Ce monsieur n'est pas d'ici, il prétend en être le maire, il prétend déjà en être le député. Oui.
Oui, c'est Manuel Valls. Manuel Valls a choisi les réunions d'appartements pour mieux se faire connaître. Une fois élu, promis, il quittera ses fonctions à Matignon, le conseiller deviendra élu local. L'ambition restera intacte.